Aujourd'hui, on parle de la grande une, l'actualité qui fait fureur. C'est la visite d'Emmanuel Macron en terre camerounaise et justement, on aborde les enjeux pour le cadre de cette matinée économique qui tourne autour de cette rencontre au sommet. Pour en parler, un parterre d'invités triés sur le volet. Un nous a déjà rejoint, le reste suivra certainement. Quelques petits aléas de la nature avec les intempéries, mais on espère qu'ils trouveront le chemin de cette maison pour vous édifier, chers téléspectateurs, sur ces différents enjeux. Et celui qui est déjà des nôtres ce matin, que la pluie n'arrête pas, d'ailleurs, ni saison féconde, ni saison pas propice, il est là de tous les temps. Merci justement de nous avoir rejoints. Maître Nyondieu Franklin, bon retour sur DBS Matin. Merci Rim, bonjour à toi. Bonjour à l'équipe technique vaillante et valeureuse qui nous accompagne ce matin. Mes amitiés à l'administration, au top management de DBS. Toute ma fraternité au peuple d'Afrique et mes condoléances sincères au peuple camerounais qui reçoit aujourd'hui son bourreau. Condoléances. Voilà qui introduit de fort belle manière cet échange. Il est très exactement 9h03 à Paris, 8h03 à Yaoundé. Jamais les intérêts de la métropole n'avaient été aussi menacés dans ce qui s'apparentait à être le précaré français. En Afrique, justement, les investissements chinois ont plus que doublé en 10 ans, mettant alors à mal les intérêts français. Face à la montée, justement, de l'empire du milieu sur le territoire africain, associé à cela, le beau contour pour lequel a opté la RCA avec le Sango Coin, la France en débandade tente-t-elle de reconquérir justement un territoire qui semble lui échapper à grands pas. Au Cameroun, en tout cas, ce sera le premier pas. Le premier pas pour le président Emmanuel Macron au début de ce nouveau quinquennat, le dernier du genre. Une dernière opération peut-être pour entrer dans l'histoire et laisser une marque, une opération de charme pour retrouver les faveurs d'un continent qui lui échappe. Et justement, la porte d'entrée serait-elle donc le Cameroun? Opérateur économique, enjeu économique, monstre. Qu'est-ce que Emmanuel Macron vient négocier au Cameroun? On en parle justement dans cet entretien. C'est le débat panafricain. Vous pouvez également nous laisser vos avis en commentaire sur notre page digitale DBS TV. On va commencer justement, Maître Franklin, avec cette question. La France, aujourd'hui, elle a moins bien loti en termes de puissance étrangère sur le continent africain en général, mais au Cameroun aussi. La France est au Cameroun chez elle. Ah bon? Oui. Encore aujourd'hui? Oui. On n'a pas encore réussi à dénouer les liens forts, scabreux, malheureux, mais hélas encore très prégnants, qui lient ce pays d'Afrique francophone à la France. Je vais, pour que vous compreniez très bien, le postulat de base de la relation entre la France et le Cameroun, vous relie un ou deux articles de la charte de l'impérialisme, ou encore charte de la servitude. C'est pas moi qui dis ou encore, c'est écrit sur le document, charte de l'impérialisme ou charte de la servitude. Disposition générale. Article 1er. Devise de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2e. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants, qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4, pour achever sur cette première vague, tous les pays du tiers-monde sont divisibles, leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde.
Voilà le type de rapport que nous entretenons avec ces pays-là. C'est ainsi qu'ils nous regardent. Ils n'ont pas changé d'un pouce. Ils n'ont pas bougé. Ils ont peut-être amélioré les méthodes, les techniques. Ils ont affiné les modes opératoires. Il reste que l'objectif est le même. Ils n'ont pas changé. L'influence sans cesse grandissante de la Chine, l'influence russe en Afrique francophone en général, n'enlève rien au précaré français. Ils continuent d'être ici chez eux et ils continuent de se mouvoir en toute liberté. Les visites comme celle-ci donnent l'occasion de remettre à plat un certain nombre de réflexions, de constantes politiques idéologiques dans le rapport entre le Cameroun et la France, mais il reste que nous sommes dans une guerre qui ne fait que commencer. Nous en avons jeté les bases avec les réflexions intellectuelles, quelques prises de position politiques, ça et là, c'est encore très clair, semé en Afrique, dans l'art subtil de savoir placer les mots dans les communications politiques et diplomatiques. Et donc, il ne manquera peut-être pas l'occasion, cette fois encore, c'est pas mon souhait parce que je ne vois pas quel est l'impact et l'importance, l'enjeu stratégique de ces petits mots-là. Mais il ne manquera pas de laisser penser qu'il peut parler de tu à tu avec le président français, mais c'est une fois encore une vue de l'esprit. Aucun président d'Afrique francophone, vous venez de lire, c'est eux qui les mettent là, c'est eux qui entretiennent leur pouvoir. Et pour être là, il faut que la métropole, que le maître soit d'accord. Ça marche comme ça depuis très longtemps. Nous verrons dans la structure. Pour moi, je vais faire du procès à personne. Mais je crois que pour savoir quelle est la posture du président de la République du Cameroun, il suffit d'observer les sujets qui vont être débattus. Je voudrais, par exemple, enfin, il me semblerait, ce n'est pas que pour moi, je voudrais, c'est une formule tout à fait personnelle pour exprimer un point de vue que j'espère d'ordre général et à caractère impersonnel, c'est que nous espérerions que pendant la rencontre entre les deux hommes d'État, que soit abordée du côté camerounais la question du franc CFA, que ce soit mis sur la table la question du franc CFA et du joug financier dans lequel nous sommes empêtrés depuis les indépendances et qui nous empêche in fine de lancer des politiques de développement qui nous permettraient de devenir le puissant pays que nous sommes ou dont nous sommes destinés. Pensez-vous qu'on puisse aborder cette question en toute souveraineté? Cette question devrait être abordée. Si vous dites que désormais on peut parler de tu à tu avec la France, il me semble que c'est une question névralgique. Le thème, c'est enjeu économique. Le premier enjeu économique pour l'Afrique francophone, c'est la question de la monnaie. Parce que la question de la monnaie, elle, c'est-à-dire que elle regroupe en elle les questions politiques et les questions de développement. Tout ce que vous voulez va rentrer dans la monnaie. Si vous n'avez pas une monnaie, si vous ne pouvez pas parler de tu à tu, avec le reste du monde en matière de monnaie, eh bien vous ne pouvez rien contester. Même votre spiritualité, même votre développement, votre éducation, votre alimentation et tous les processus de développement peuvent être bloqués simplement par une subtile manipulation monétaire. Donc, si le sujet du franc CFA, par exemple, est abordé, oui, nous pourrions dire, voilà, le président Paul Biya aura mis sur la table avec les Français des sujets intéressants il aura défendu de façon autonome, de façon indépendante, les positions du Cameroun. Le contentieux historique, celui de la reconnaissance des massacres, d'importants massacres de nos parents et de nos dévanciers, de la France, qui passe toujours en perte et profit lorsque on aborde ce pan historique des rapports entre nos deux pays, doit être mis sur la table. Il faut qu'on mette sur la table et que la France reconnaisse enfin le génocide de nos peuples, notamment les peuples des Grassfields et ceux de la Sanaga maritime, du grand peuple Bassa qui aura payé un tribut énorme et du Cameroun en entier. Parce qu'il faut le savoir, l'UPC c'était un parti cosmopolite qui s'était affranchi des limites communautaires que l'on veut imposer aux partis politiques aujourd'hui dans notre pays. Donc il est important, de mon point de vue, que soit abordée la question les questions politiques, de l'histoire politique du Cameroun et de la responsabilité de la France qui doit être mise sur la table pour qu'enfin ce pays-là reconnaisse les torts qu'il a causés à notre pays en massacrant au napalm et à d'autres choses les populations qui revendiquaient rien de plus que l'autonomie et la possibilité de vivre comme des hommes libres sur notre terre. À côté des sujets liés au franc CFA, à côté des sujets liés
à la responsabilité historique des massacres commis au Cameroun par la France, il y a également les pillages économiques et culturels. Des objets d'art d'une valeur inestimable meublent les musées de la France et de l'Europe entière, font partie des collections de collectionneurs véreux en Europe, alors que précisément leurs places sont au Cameroun et qu'elles devraient rappeler à nos enfants, à la postérité, l'histoire glorieuse de notre pays. Donc, de mon point de vue, si tu me poses la question de savoir est-ce que le président Paul Biya peut parler de tu à tu avec le président français, je dirais avec certitude peut-être oui, d'un point de vue de l'âge, mais d'un point de vue de la structure et de l'autonomie politique, eh bien, voilà les sujets qui me feront te dire demain que oui, le président Paul Biya aura, de façon autonome, indépendante, parlé de tu à tu avec la France et son représentant pour leur demander des comptes sur le franc CFA, pour leur demander des comptes sur le pillage et pour leur demander des comptes sur les massacres historiques qui ont été commis au Cameroun. Et en parlant du franc CFA, il est important de dire que il n'est pas juste question d'en aborder le sujet d'un point de vue, je ne sais pas moi, politique ou idéologique. Il s'agit d'un point de vue factuel, d'un point de vue opérationnel, de mettre en place une idée consistant à sortir du franc CFA, à s'affranchir de l'ensemble de ces mécanismes pour permettre au Cameroun et aux autres pays d'Afrique centrale de prendre leur envol économique. Et cela passe par une commission, de mon point de vue, un audit mixte entre Français et Camerounais sur tout ce qui a été déposé dans le compte d'opération français et la façon dont ça a été géré, les intérêts que cela a produit et les destinations que cela a prises. Parce qu'on ne peut pas continuer en tant que peuple de travailler, de mourir, de végéter, alors que lorsque nous vendons nos matières premières à l'étranger, un seul pays s'accapare de moins 50% de ce que nous avons vendu, paye ses chômeurs avec, alors que chez nous, les travailleurs sont sous-payés. On ne peut pas continuer de s'accommoder d'un état de fait de cette nature-là. Je crois qu'il est important, si vous voulez que l'on admette à la fin que le président Paul Biya aura parlé, que le Cameroun aura parlé de tu à tu avec ce pays-là, que ces sujets soient mis sur la table et qu'ils soient abordés véritablement au fond, pour qu'ils sortent de cette visite quelque chose qui pourrait bénéficier aux enfants de l'Afrique et du Cameroun. La question du franc CFA est abordée à cri et à grand renfort justement de plaintes et de récriminations contre cette monnaie coloniale qui appauvrit, si ce n'est asphyxie, l'économie des pays africains qui ont encore en partage cette monnaie. Est-ce que le président Macron aujourd'hui est plus disposé à écouter ces plaintes-là, d'autant plus qu'on sait que dans la CEMAC, il y a un pays qui a eu le courage, si ce n'est l'affront, de contourner ce franc CFA-là. Est-ce que ce précédent qui peut faire jurisprudence forcerait le président Macron aujourd'hui à aborder cette question, peut-être avec une ouverture d'esprit un peu plus grande que par le passé? Le président que nous recevons aujourd'hui est en difficulté. C'est un homme en triple difficulté. Il est en triple difficulté politique, économique et stratégique. Stratégiquement, il y a quelques pays qui commencent véritablement à se demander si ce pays-là est une puissance. Il y a des pays qui commencent légitimement à se poser la question de savoir est-ce que ce pays-là mérite d'être parmi nous au rang des pays puissants et importants sur la Terre. Économiquement, il y a une guerre sérieuse au cœur de l'Europe. Au cœur de l'Europe, l'Europe est frappée par une crise économique importante. Et donc, une visite dans son champ, c'est pour essayer de voir s'il y a des cultures qui leur permettent de survivre en attendant les prochaines saisons vertes. Oui, c'est un monsieur qui politiquement est en difficulté parce que réélu, certes, pour un second mandat il y a quelques mois, il n'a pas réussi à obtenir, suivant leur structure politique, la majorité absolue au Parlement qui lui permettrait de faire passer un certain nombre de lois et d'exister politiquement dans l'opinion publique de son pays et de l'Europe en attendant la fin de son mandat. Donc, c'est un monsieur affaibli, c'est un homme politique affaibli, sérieusement tensé, qui arrive dans notre pays. Oui, effectivement. Et donc, nous devons nous dire que nous tenons là peut-être historiquement l'occasion de négocier un certain nombre de choses parce qu'il ne vient pas en position de force. Certes, c'est un terrain conquis. Historiquement, on ne peut pas dire autre chose que cela, mais il reste que
en ce moment, c'est un homme affaibli qui arrive, politiquement affaibli qui arrive. J'espère que le président de la République du Cameroun aura à la fois physiquement, mais surtout intellectuellement, les outils pour tenir tête à cet homme politique et à négocier d'importantes parts, en tout cas, participer, lancer le processus d'affranchissement du politique du Cameroun vis-à-vis de la métropole. Oui, l'exemple centrafricain est un précédent terrible. C'est une jurisprudence fâcheuse pour l'histoire de la France. Parce que vous devez savoir que ils disent dans leur charte, dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts ou d'aide économique au développement en espèces ou en nature. N'auront droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Nulle aide doit être accompagnée, notre aide doit être accompagnée des recommandations de toute nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Donc, on est là dans la charte de l'impérialisme. Et vous voyez que c'est exactement ce qui se passe. On n'a pas transigé, on n'a pas changé, on n'a pas bougé d'un seul pouce d'il y a 60 ans ou 70 ans. On est exactement là-dedans. Un siècle, 2 siècles, ils pensent exactement la même chose de nous. Et donc, le cas centrafricain, oui, est une exception importante qui mérite d'être citée. Nous l'avons déjà dit ici pendant d'autres émissions. Il est important peut-être de le rappeler. Lorsqu'un pays comme la Centrafrique vend des devises, vend des matières premières pour 100 francs à l'étranger, avant tout débat au fond, avant tout questionnement, la France retient 50%. De façon automatique. Automatique, 50%. Les 50% restants servent à payer les taxes et autres assurances pour 10 à 30% supplémentaires. Donc, la Centrafrique recevra au mieux 30%. La Centrafrique recevra au mieux 30%. Donc, 30 francs de 100 francs de produits vendus. En choisissant, parce qu'elle ne peut pas s'affranchir du franc CFA sans qu'il n'y ait de remous importants. Si vous sortez du franc CFA, vous lancez une autre monnaie seule, eh bien, c'est facile de vous isoler. Alors, la Centrafrique a utilisé ce qu'on appelle le leapfrog. C'est le saut qui permet d'utiliser la technologie pour rattraper le retard que l'on a sur d'autres peuples. La technologie aujourd'hui a donné à voir que les monnaies digitales sont une alternative crédible. Alors, la Centrafrique a dit notre monnaie de réserve devient le bitcoin. Si nous vendons un produit à l'étranger, le fournisseur peut nous payer en bitcoin. Et l'article 16 de l'UMAC ou des textes de la CEMAC disent que le franc CFA est la monnaie de la communauté. Mais à aucun moment, on a dit que c'est la monnaie exclusive de la communauté. Donc, d'un point de vue juridique, aucun pays n'est interdit de pouvoir le faire. C'est par des contraintes politiques que l'on a réussi à asservir et à faire en sorte qu'aucun peuple d'Afrique ne puisse le faire. Et donc, les exemples qui ont été faits, notamment en Guinée avec Sékou Touré et les autres, on a très bien vu ce que ça a donné. On a asphyxié ces pays-là pour enlever l'idée à d'autres de pouvoir, l'idée de vouloir battre monnaie seule. La Centrafrique ne pouvant pas s'adjoindre l'assentiment, le consentement des autres pays frères d'Afrique qui subissent les mêmes affres du franc CFA, a simplement trouvé bon de passer par un moyen de contour technologique qui consiste à adopter les monnaies digitales qui feront que on contourne la Banque de France et le compte d'opération français pour recevoir les paiements de nos matières désormais en crypto-monnaie. Et pour aller loin, la Centrafrique a lancé le projet Sango et désormais le projet Sango Coin qui sera la monnaie, la crypto-monnaie du peuple centrafricain, créée par le peuple centrafricain pour les peuples d'Afrique et le monde et qui va travailler à l'inclusion financière de l'ensemble des peuplades qui veulent un peu de liberté, un peu de diligence, un peu de flexibilité, un peu de rapidité et moins de contraintes et de pression politique sur les finances publiques centrafricaines. Donc oui, et puis je crois que le président français et les agents français ne sont pas dupes. Ils voient très bien qu'à côté de la Centrafrique, le peuple camerounais est un peuple éveillé. Le peuple camerounais est un peuple averti. Le peuple camerounais est un peuple vaillant et constitué de subtile et fine intelligence.
ils voient très bien la tension, la propension que les peuples camerounais, que les jeunes Camerounais, et puis rappelez-vous, le Cameroun a une population qui a moins de 35 ans à presque 50%. Donc, ils voient très bien que la tendance camerounaise à la cryptographie est importante et que l'effet de contagion, l'effet domino peut arriver chez nous. Et donc, je crois que cela va faire partie des sujets qui vont être abordés par les deux hommes d'État sur la façon de pérenniser effectivement la position du Cameroun, peut-être que pour donner du fil à retordre dans la Centrafrique, lui rendre le chemin plus difficile, parce qu'il est impossible de penser qu'il puisse arrêter ce qui est en train de se passer. Si c'est dans leur esprit, alors, comme disent nos frères en Côte d'Ivoire, ils vont taper poteau. Premier déplacement en terre africaine pour ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. La destination a été choisie et ce n'est pas un hasard. Le Cameroun, justement, fait office de première escale de cette tournée africaine du président Emmanuel Macron. Il arrivera certainement en capitale camerounaise aujourd'hui dans l'après-midi. Une visite de 2 jours au sommet pour parler de ces différentes questions et peut-être à l'ordre du jour ces questions économiques. Alors, on a parlé du franc CFA. Vous avez également évoqué le contentieux historique avec ces résistants qui ont été massacrés par les Français, mais aussi ces richesses culturelles, notamment en masques, mais également en agents comptants qui ont été envoyés à l'Hexagone. Aujourd'hui, s'il y a reconnaissance de cet or par le président français, cela implique forcément réparation. Et qui dit réparation peut parler justement économie et argent. Il ne me semble pas. En tout cas, ça c'est vraiment une posture personnelle que j'exprime qui peut n'avoir rien d'intellectuel. Peut-être parle avec mes émotions. Mais nous n'attendons pas que la France nous paye. Nous attendons que la France reconnaisse, la France politique reconnaisse pour ses peuples, à elle, les dommages qu'elle a causés à l'Afrique, à l'Afrique francophone en général, au Cameroun en particulier. Que le contentieux du sang soit réglé par la reconnaissance par ce pays-là de tout ce qu'elle a causé comme dommage à nos peuples. Quand vous enlevez à un peuple 40 ans de ses bras forts, 40 ans de son intelligence, 40 ans de sa jeunesse, eh bien vous le retardez pour 2 siècles. Mais croyez-nous, nous sommes un peuple de guerriers, nous sommes un peuple de vainqueurs. Donc cela ne nous empêche pas de regarder l'avenir avec espoir et certitude. Simplement, la reconnaissance va s'accompagner non pas de la réparation, mais de la remise en question du type de rapport que nous entretenons et de la mort de l'asservissement politique, de l'asservissement économique. Parce qu'une fois qu'un peuple comme le Cameroun aura les moyens économiques et politiques de son ambition, la Chine viendra prendre des leçons. Nous avons l'intelligence qu'il faut. Nous avons la matière et la substance nécessaires. Simplement, le système éducatif qui est mis en place est un système d'asservissement qui ne laisse pas la place à l'expression du savoir et du génie des Camerounais. Les systèmes politiques mis en place sont des systèmes qui bloquent les énergies, qui étouffent toute velléité de penser haut. Les systèmes économiques empêchent complètement le développement parce que nous l'avons déjà dit sur ce plateau. Les banques qui sont installées en Afrique francophone, en Afrique en général, en Afrique francophone en particulier, sont des agences de renseignement. Sont des agents de renseignement dont le rôle premier, c'est de rapatrier massivement l'argent pour aider leur économie et payer leurs paresseux qui dorment sans rien travailler à la maison, d'une part, mais d'autre part, ces banques-là sont aussi là, et surtout, pour bloquer tous les processus et les projets qui peuvent impulser le développement de nos économies et de nos pays. C'est précisément pour cela que ces banques sont là. Donc, si nous lançons, à la suite de cette visite, ou pendant cette visite, un véritable processus de libération économique et politique du Cameroun, eh bien, les mois et les années qui vont venir laisseront avoir la capacité des Camerounais à développer leur pays, à travailler pour leur continent et à faire briller des idées qui illuminent le monde ça et là. Parce qu'il y a plein d'idées d'Afrique francophone qui sont brillées des pays en Europe et outre-Atlantique. Donc, mais qui dit reconnaissance ne dit dans un processus, une métaphore filée, est-ce que qui dit reconnaissance ne dit pas réparation, justement? Ça ne rentre pas automatiquement dans ce registre-là? Non, je ne crois pas qu'il faille
rapprocher les réparations judiciaires aux réparations politiques. La réparation politique pourrait consister par exemple au rapatriement massif, pas au compte-gouttes comme ils le font dans certains pays, au rapatriement massif de nos objets d'art. Oui. Et ça pourrait être mis sur la table aujourd'hui? Oui, bien sûr, ça doit être mis sur la table de notre point de vue. Nous n'avons pas le pouvoir d'enjoindre quoi que ce soit au président de la République, mais nous disons que c'est des sujets éminemment importants pour le peuple et l'histoire du Cameroun, que le président Paul Biya, au regard de son âge avancé, parce que ce n'est pas une insulte de le dire, le président Paul Biya a un âge avancé. Il a le même âge que ma grand-mère qui me le rappelle tout le temps. Et je voulais lui dire que c'est le moment peut-être ou jamais de mettre ces sujets sur la table. Il ne peut plus rien lui arriver de mauvais. Il ne peut plus rien lui arriver. Donc c'est le moment de mettre ces sujets sur la table, d'avoir un soupçon de courage politique et de questionner véritablement le type de rapport que nous entretenons avec la France, la responsabilité que la France a dans les massacres politiques et d'exiger le retour des objets d'art qui ont été volés au Cameroun pendant de nombreuses décennies. Donc oui, peut-être réparer, ce serait restituer. Mais d'un point de vue financier, nous n'attendons pas que la France paye quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous avons les moyens de nous occuper, à condition que nous nous affranchissions politiquement, mais surtout économiquement, de l'épée de Damoclès qui pèse sur nos têtes. Parce que, voyez-vous, je vais vous redire ce texte. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Donc, je dis et je réitère, je rappelle ces bouts de phrases pour que nous comprenions très bien, parce que les gens peuvent nous écouter et se dire que c'est juste des diatribes de jeunes gens, de jeunes illuminés politiques qui se plaisent à parler d'un pays sans qu'il n'y ait d'éléments factuels, sans qu'il n'y ait d'éléments juridiques permettant d'appuyer ou d'étayer ce que nous disons. Non, l'approche du rapport que nous avons à ce pays-là ne vient pas ex nihilo. Elle est dictée par un certain nombre de documents rédigés, sacrés pour eux, et à partir desquels ils envisagent leur rapport avec nous. Donc quand nous disons que nous sommes en guerre avec la France, ce n'est pas une vue de l'esprit. L'expression guerre n'est pas galvaudée. D'accord? Nous l'utilisons pour dire que le rapport entre nous et ce pays-là est un rapport belliqueux. Il n'est pas fait d'amitié. Il est fait d'intérêt, mais pas que. Il est fait de méchanceté. Ils sont prêts à tout. Ils ne nous regardent pas comme des humains qui peuvent eux aussi aspirer au développement, au bien-être. Ils nous regardent comme des ouvriers de champ qui ne méritent aucunement leur respect et leur attention. Et d'ailleurs, ils vont plus loin que cela. Ils utilisent l'ensemble des mécanismes qui peuvent leur permettre de maintenir nos peuples dans une situation de pauvreté et de porosité mentale qui ne leur permettra pas de connaître. C'est pour cela que l'un des enjeux majeurs de cette émission aujourd'hui, mais de celle des autres aussi, l'une des questions qui doit être mise au goût du jour, c'est le niveau d'éducation politique des peuples d'Afrique francophone et du Cameroun en particulier. Parce que on verra encore des Camerounais se satisfaire de périphrases, on verra des Camerounais se satisfaire d'épiphénomènes qui vont émailler certainement cette visite et se dire « Ah oui, vous voyez, on a eu ça, il a fait ci, il a fait ça. » Non, ils savent très bien faire ce jeu-là. Ils savent très bien nous donner les croûtes de notre propre pain en sachant que par manque d'ambition et d'éducation politique, on va s'en satisfaire, on va s'en contenter et ils vont continuer de nous piller allègrement. Il faut que les peuples de chez nous deviennent un peu plus exigeants, un peu plus éduqués, plus formés et plus informés à la chose politique et que progressivement, on apprenne à revendiquer ce qui nous revient et à le faire de façon beaucoup plus structurée. Quand nous disons guerre, nous ne disons pas que nous prendrons les armes. Les meilleures armes de cette époque sont la télévision, Internet, les livres. Donc, utilisons-les, écrivons, lisons, communiquons, partageons l'information de façon à ce que nous ayons un minimum de connaissances partagées au sein de la population. Et c'est ainsi que nous allons résister et développer des comportements qui vont mettre à mal l'adversaire. Voilà, on continue à analyser et à décrypter les enjeux économiques qui se terrent derrière cette rencontre au sommet entre le président Emmanuel Macron et son homologue camerounais, le président Paul Biya. Côté camerounais, peut-être sera-t-il
va-t-il aborder aujourd'hui la sempiternelle question de la fin du franc CFA au Cameroun, mais aussi dans les autres ex-colonies qui continuent à utiliser cette monnaie coloniale? Peut-être aussi sera-t-il abordé la question du contentieux historique qui permettra la réparation et dans ce sens peut-être le rapatriement de toutes les richesses culturelles qui aujourd'hui dorment encore dans les musées français. Côté français, qu'est-ce qu'on demandera, ou plutôt qu'est-ce qu'on demandera? On va aborder un point assez important, le rachat peut-être ou probable de l'entreprise guinéenne, du groupe Diageo, par le grand groupe Castel. Juridiquement déjà, est-ce que c'est un contrat qui peut être acté par la partie camerounaise? On rappelle que si Castel réussit à avoir les droits de Diageo, ce sera 82% de couverture globale sur le territoire camerounais. Ça met en mauvaise posture et le consommateur et les producteurs locaux. Est-ce que la partie camerounaise devrait-elle... est-ce que le président peut bloquer déjà ce rachat-là? Et justement, dans la suite de l'analyse, est-ce que c'est un des points qui pourrait être évoqué aujourd'hui entre les deux présidents? Vous savez, dans l'environnement économique, les fusions, les rachats, c'est les bouts de pain, ça se fait tous les jours. Et ce n'est d'un point de vue conceptuel pas problématique qu'il y ait des fusions ou des rachats de grands groupes, de petits groupes par les plus grands et ainsi de suite. Ce n'est en soi pas un problème. Ce qui peut poser problème, c'est la constitution d'oligopoles et de situations de monopole. C'est là que peuvent survenir des problèmes. Il y a deux types de problèmes que l'on peut percevoir comme ça. Je n'ai pas regardé les pré-contrats, je ne suis pas impliqué dans cette transaction économique, commerciale, mais je crois qu'on peut, sans être dans le secret des dieux, dire que le rachat par le groupe Castel de Diageo au Cameroun, en tout cas la partie production, je crois, et commercialisation, parce que la partie marketing reste doit être gérée par Diageo en collaboration avec le groupe SABC. Je crois que ça pose deux problèmes, disais-je. Donc, le premier, c'est le problème lié aux emplois. C'est-à-dire que il faut regarder scrupuleusement ce que deviendront les emplois de ces dans la fusion. Et donc, peut-être qu'il faut faire attention à cela dans un pays où le chômage est si rampant, où les métiers et les emplois sont si précaires. Je crois qu'il est important de faire attention à ne pas en perdre dans les processus de rachat comme ceux-là, parce que c'est souvent les employés qui sont les victimes collatérales lorsqu'il y a des fusions d'importants groupes économiques. Le deuxième problème, c'est effectivement celui qui peut être lié à l'abus de position dominante. C'est-à-dire que c'est là où l'autorité nationale de la concurrence doit entrer en jeu. Je crois aussi que dans le communiqué qui annonçait cette opération commerciale, il y a eu que j'ai cru voir dans le dernier paragraphe que les deux organisations attendaient effectivement le rapport de la Commission nationale de la concurrence qui devrait se prononcer là-dessus pour effectivement dire que tout a été respecté et que les conditions... Mais il faut dire que ce n'est pas maintenant qu'on va voir ça, parce que vous ne pouvez pas voir vous ne pouvez pas voir par anticipation s'il y aura abus de position dominante. C'est lorsque le groupe, le monopole ou le quasi-monopole s'est formé. Est-ce que ça ne tombe pas sous le sang, justement? C'est quand même deux géants. Si ça lie, c'est... Oui, si l'un absorbe l'autre, non, il y aura une position de quasi-monopole. D'accord? Maintenant, il faut qu'on construise un arsenal législatif juridique permettant d'éviter qu'il y ait la tentation à l'abus de la position dominante. Parce que être dans la position dominante n'est pas encore constitutif d'une infraction au titre du Code du commerce. C'est l'abus de position dominante. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, lorsqu'on est en position de monopole ou de quasi-monopole, comme SABC pourra l'être si la convention est conclue? On peut jouer avec les prix autant qu'on... Par exemple, on peut faire du dumping. Ça veut dire qu'on met les prix à un niveau où la petite concurrence ne peut pas suivre pour l'étouffer et la faire mourir. On se comprend? Bien sûr. On peut par exemple mettre des conditions de vente qui deviennent difficiles. Par exemple, tous les sous-traitants et les partenaires vont être en difficulté parce que la société qui est en situation de monopole, de quasi-monopole, va vous imposer des conditions qui peuvent ne pas être juridiquement justes ou légitimes. Donc,
c'est ça les situations d'abus de position dominante. Et il faut absolument regarder ça parce que c'est extrêmement délicat qu'on cède autant de marché à une société qui elle-même en détenait déjà, je crois, 23 quarts du marché. Qu'on lui en cède en plus les 15 ou 18% du groupe Diageo au Cameroun, ça devient quasi monopolistique. Même si on doit observer qu'il y a une nouvelle société brassicole qui est arrivée, mais elle arrive dans une situation extrêmement compliquée. Parce que vous devez savoir que quand vous êtes en situation de monopole, de quasi-monopole, vous pouvez aussi influencer même le prix des intrants et d'autres matières pour vos concurrents. C'est-à-dire que vous dites aux fournisseurs, moi tu me laisses comme ça, je prends chez toi et tu laisses à mes concurrents à ce prix-ci. Donc, vous pouvez biaiser fondamentalement et profondément la concurrence. Ce sont des situations que l'on doit observer, que l'on doit scruter. On n'est pas en capacité de dire aujourd'hui de façon péremptoire que ce sera bien ou mauvais. Nous devons faire simplement confiance aux autorités chargées de la concurrence et à l'ensemble des services publics qui vont participer à cette opération de fusion-absorption pour dire que qu'elles fassent leur boulot et qu'elles protègent au mieux les Camerounais, les consommateurs camerounais et notre économie. Et donc, ce serait pas forcément une bonne chose que ce contrat soit. C'est toujours un peu délicat d'être en situation de monopole, de quasi-monopole. La concurrence, le jeu de la concurrence économique participe généralement à améliorer le niveau de vie des employés, participe à améliorer la qualité du produit, participe à faire en sorte que les prix épouse une certaine moyenne au bénéfice des consommateurs. Même si je dois dire que c'est à mon corps défendant que je soutiens les sociétés brassicoles et la baisse des prix des produits alcoolisés, parce que cela participe de l'un des fléaux majeurs qui aura retardé notre peuple à côté de ce que la politique et les enjeux stratégiques auront fait. L'alcool, le dieu des Juifs et les jeux au hasard auront participé à étioler notre jeunesse, à véritablement affaiblir notre capacité de réflexion. Et donc, oui, si économiquement il y a matière à regarder ça, je dois dire que je n'encourage pas beaucoup les jeunes à y aller, même si les prix baissent. Et je connais cette position depuis fort longtemps. Vous restez fidèle à votre credo. Droit dans ses bottes. On va parler de toute autre chose à présent, toujours dans ce volet économique, de ce que la France pourrait tirer de cette rencontre. On sait que les enseignes étrangères, les enseignes commerciales étrangères se multiplient au Cameroun et la part du lion est accordée justement aux coqs français. Ces enseignes étrangères qui ont été inaugurées, battants pavillons français qui ont été inaugurés pour la dernière en date à Yaoundé, un vaste un supermarché grandeur nature. Ça également, si c'est mis sur la table pour la multiplication de ces enseignes étrangères battant pavillon français, ça met à mal quand même l'économie locale avec les producteurs locaux. Mais c'est une évidence. Comment on a appelé le projet là le projet de lever des restrictions douanières entre le projet Afrique, Caraïbes, Pacifique, c'était quoi là? J'ai oublié le nom. Mais il y a ce truc-là qui est passé il y a quelques années où on a abattu les frontières et que les entreprises françaises et européennes peuvent vendre comme elles veulent chez nous. Nous aussi, on peut vendre à l'extérieur des contraintes douanières qui existaient. La question que j'ai posée à cette époque, c'est que produisons-nous? On avait d'ailleurs mis en place un organisme qui était chargé de la mise à niveau des entreprises camerounaises. L'objectif étant de leur permettre de pouvoir compétir sur les marchés internationaux et donc d'aller vendre aussi en France. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Voilà des projets foireux comme ça que l'on prend et qui continuent de saper notre économie. On va venir nous vendre ici un ensemble de produits. Vous voyez, je ne sais pas si vous faites ces observations-là, mais moi, j'ai la faiblesse de les faire. La moyenne d'âge des gens qui meurent au Cameroun, c'est 30 ans, 35 ans. Vous êtes dans cette moyenne d'âge-là. Et vous voyez le nombre recrudescent de jeunes qui meurent d'arrêt cardiaque, d'infarctus, d'AVC et consorts. Vous voyez, ça devient de plus en plus important. Ce sont des maladies qui, autrefois, concernaient plutôt les gens d'un certain âge. Aujourd'hui, on trouve des enfants de 20 ans qui crèvent de ces maladies-là. Et je ne crois pas que ce soit très éloigné, que la cause soit très éloignée de la qualité de l'alimentation qui est la nôtre aujourd'hui. Ces enseignes viennent avec des produits que personne ne contrôle, que personne ne regarde. J'ai regardé un documentaire sur une télévision sénégalaise hier, dans laquelle on disait que le lait
l'un des laits de luxe qu'on consomme chez nous ici, c'est-à-dire que le lait de ceux qui ne sont pas très pauvres. J'apprenais que tout ce qui est vendu en Afrique, c'est du lait écrémé. On a enlevé toute la crème, c'est vidé et c'est enrichi à l'huile de palme bon marché. Et c'est ce qu'on nous vend ici. Et que c'est totalement différent du lait de la même marque vendu en Europe. Donc vous voyez, on va faire déferler ça ici chez nous. Il y va des enseignes occidentales comme des enseignes d'Orient, mais notre marché est saturé de tout cela. Et oui, il vient pour affermir cela parce que ce sont des débouchés que l'on trouve pour la poubelle. C'est-à-dire que ce qui ne peut pas se vendre ailleurs. Vous voyez en quoi c'est doublement intéressant pour eux. Parce que non seulement ils vont vendre, non seulement ils vendent leurs produits, mais ils nous vendent leurs poubelles. D'accord? Donc, c'est doublement intéressant pour lui de venir défendre ça, de venir se battre pour que. Est-ce que c'est pas continue. Le lieu justement de revoir ces contrats et de. Moi, je crois que ça, c'est. Je crois qu'on n'a pas besoin du président de la France pour faire ça. On devrait simplement mettre en place une législation qui soit plus protectrice de nos hommes d'affaires, qui soit plus protectrice de la production locale, qui d'abord incite la production locale, qui soit plus protectrice des intérêts de la production locale. Je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre la visite du président français. Ça, c'est un travail qu'on doit faire à l'intérieur. On ne devrait même pas négocier ça. Ça ne devrait pas se négocier. On n'a pas besoin de demander au président d'un autre pays comment on va faire pour vendre le Ndiapché de chez nous. Enfin, si on en est à poser cette question, vous répondez vous-même en la posant à la première question que vous m'avez posée sur l'autonomie du Cameroun vis-à-vis de la France. Je crois que vous voyez que les développements qui se suivent montrent très bien que nous sommes encore à un niveau maternel ou prématernel dans le processus de libération de notre pays et de notre continent. Il y a du travail à faire, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire, qui doivent se mettre en place pour structurer véritablement le chemin de notre autonomie. Écoutez, pour que ce soit très bien compris, l'article 25 de la charte de l'impérialisme ou charte de la servitude, notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement. La misère, la division, les guerres, le chaos, pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders dirigeants nationalistes du tiers-monde. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. C'est clairement établi. C'est une vérité simple. Donc, vous voyez, j'ai l'habitude de dire, dès que ton adversaire commence à féliciter, dès que ton adversaire commence à te féliciter, c'est que tu ne fais plus la bonne chose. Donc, je n'attends pas grand-chose de ces gens. Et c'est la raison pour laquelle je vais écouter très bien les hommes politiques qui vont rencontrer Macron. À la fois ce qu'ils vont demander, ce qu'ils vont dire à la sortie. Je ne crois pas qu'ils nous diront tout ce qu'ils ont demandé, mais nous avons une petite idée là-dessus. J'espère qu'ils auront le cran de nous dire véritablement ce qu'ils se sont dit et de nous donner in fine leur posture générale sur à la fois la visite, mais également leur échange. Mais le simple fait que le président Macron aille dans nos pays, vienne ici, et qu'ils pensent qu'ils doivent discuter avec les opposants, personnellement me pose déjà un problème. Pourquoi discute-t-il avec les opposants? Qu'est-ce qu'il a à voir dans le processus électoral au Cameroun? Alors, dans le processus démocratique au Cameroun? On se rappelle quand même que c'était envisagé, mais ça a été enlevé du programme de sa visite par Etoudi. Justement, Etoudi s'y est opposé fermement et ça a été... Et ça pose encore un autre problème, ça. Que ce soit le président de la République du Cameroun ou bien la présidence de la République du Cameroun qui enlève la rencontre avec les opposants pose encore un problème. Est-ce que ça, en posant un problème, ça ne résout pas un autre? Pour moi, c'est les opposants qui devraient refuser d'être reçus parce qu'ils ne tiennent pas leur pouvoir. Le président de la République doit rencontrer son homologue français. C'est un devoir diplomatique. D'accord? Mais les opposants, quel est l'intérêt qu'ils ont à aller rencontrer le président de la France? En visite officielle dans un autre pays. Oui, vous avez déjà vu le président Macron recevoir les opposants de Poutine quand il va en Russie? Vous avez vu le président Macron recevoir les opposants de Biden quand il va aux États-Unis? Vous l'avez vu recevoir les opposants de qui quand il est allé en Allemagne, en Angleterre ou dans d'autres pays? Quand il vient au Cameroun et dans son champ, il reçoit à la fois le contremaître et les petits serviteurs qui sont autour. Non, je crois que ce sont des images dangereuses pour l'opinion publique de notre pays. Et elles renvoient l'idée que
Elle renvoie l'idée que le père est venu, il reçoit ses enfants, il passe les consignes. Et que ce soit la présidente de la République du Cameroun, je crois que les opposants, ils voient là très bien où est-ce qu'ils sont. Ils ne se sont pas fait respecter et ils ne vont pas être respectés. Ils ne devraient même pas déjà accepter d'être reçus. Si il veut vous invite en tant qu'homme politique. Et puis il vous reçoit, il vous accorde une audience, il vous reçoit, vous discutez des choses du monde et ce qui concerne votre pays en homme politique. Mais il ne peut pas venir au Cameroun et faire la revue des troupes politiques. Et pourquoi reçoit-il un tel et pas un autre? Quel est le critère, c'est quoi? C'est le classement à l'élection présidentielle peut-être? C'est quoi? C'est le vécu politique, c'est quoi? Quel est le critère qui leur permet de recevoir, qui lui permet de recevoir un tel et pas un autre? Et puis, ces hommes politiques qui pensent qu'on va négocier les changements politiques en France sont en train de déshabiller Saint-Jean pour habiller Saint-Paul. Alors, est-il là en faiseur de roi? On n'est pas sur la question aujourd'hui politique, l'enjeu qui tournera autour de cette rencontre. On est sur les enjeux économiques, même si les deux vont de pair également. On va aborder le dernier point de cette rencontre pour parler justement de cet enjeu, de ces enjeux économiques. On a l'Agence française de développement qui annonce augmenter l'enveloppe budgétaire accordée justement au projet de développement camerounais. Comment est-ce qu'il faut prendre ça? Mal. Il faut prendre ça très mal. Pourquoi? Parce que, après ce que je viens de vous lire de la charte de l'impérialisme, vous savez qu'ils ne sont pas en train de nous aider. Parce que deux choses. La première, s'ils nous aident, ça veut dire que nous sommes encore sous leur botte. Eux-mêmes ont dit qu'ils n'aident que les pouvoirs qui leur sont acquis. Eux-mêmes ont dit qu'ils n'aident que les pouvoirs qui leur sont acquis. Donc, s'ils nous aident, ça veut dire que ça traduit très bien le type de rapport que le régime politique, que le pouvoir politique au Cameroun entretient avec la France. Ça veut dire que rien ne peut sortir de bon de... Il n'y a rien qu'on puisse faire parce que le deuxième pont de l'aide... Il y a les CDD qui ont quand même permis de faire le deuxième pont sous le Vouri, c'est ça? D'accord. C'est parce que le deuxième pan de l'aide, c'est qu'il n'aide pas sur des objets, sur des situations ou des choses qui peuvent vous affranchir définitivement. C'est-à-dire que leur aide ne porte que sur des aspects, ne porte que sur comment je vais dire, des enjeux qui améliorent leur position de domination. Ils ne vous aident que lorsque c'est leurs sociétés qui viendront faire les marchés et qui vont encore rapatrier tout l'argent chez eux via leur banque installée chez nous. Donc, comme l'avait dit un savant, si l'aide ne t'aide pas à te passer de l'aide, alors ce n'est pas une aide. Vous voyez très bien, je l'ai lu ici, ils ne nous aident pas, ils nous tiennent. Ce n'est pas de l'aide, ils nous tiennent. On vous aide à crédit, sans vous dire comment vous allez rembourser. On dit demain on verra. Et puis demain, on vient abuser de la position de domination que l'on a pour vous dire voici comment tu me rembourses. Enfin, si tu ne me rembourses pas comme ça, je dis que tu as fait ça et je te fais sauter avec mes armes. Enfin, j'amène l'ONU chez toi. Tu sais que c'est moi qui gère le tribunal des présidents délinquants, non? On te tient avec ça. Voilà pourquoi les chefs d'État africains devaient mettre en place au sein de l'ONU, au sein de l'Union africaine, si l'Union africaine elle-même n'était pas une coquille vide, une instance qui permet de gérer les problèmes des présidents africains. Une justice africaine. Vous ne pouvez pas commettre une infraction en Afrique et on vous juge en Europe. Ils ne comprennent même pas comment, pour des faits commis sur le peuple africain en Afrique, on vous juge en Europe. Et les gens qui vous jugent rendent compte à leur peuple. Ils ne rendent pas compte à votre peuple. C'est-à-dire que le peuple du Tchad, de Centrafrique, ainsi de suite, on les informe subsidiairement de la façon dont on aura géré les problèmes que quelqu'un leur a causés. On est allé le juger ailleurs. Je crois que c'est une telle hérésie que ça devait nous dresser les cheveux. Non, on n'a pas besoin que tu as dit que ça s'appelait comment? L'Agence française de développement. Non, on n'a pas besoin. La France a besoin d'elle. C'est l'Agence française de développement. Ce n'est pas l'Agence camerounaise de développement. Donc, elle travaille pour le développement de la France. Si elle vous aide, c'est que c'est juste un investissement qu'elle est en train de faire parce que les bénéfices de l'investissement, ça va aider la France. Ils sont payés par le contribuable français pour servir partout où besoin est l'intérêt de la France.
Bon gré, mal gré, la volonté de celui qu'on a aidé. Ils sont là pour servir. C'est basique, vraiment, ne rentrons pas dans les trucs compliqués. C'est basique. L'Agence française de développement, ce sont des agents français déployés à l'étranger pour apporter de ces pays-là l'ensemble de ce qu'il est possible d'apporter, le maximum de ce qu'il est possible d'apporter pour développer la France. D'accord. L'ambassadeur français peut aller au Palais de l'Unité autant de fois qu'il veut, rien ne changera. Ça, c'est de l'optimisme par rapport à ce qu'il filtrera de cette rencontre entre les deux présidents. À bas le franc CFA, cette monnaie nazie, c'est signé Thomas Sankara. Confiance au violon, l'homme de l'expérience, qui porte justement les espérances j'ai espoir en ce que l'âge lui permette de changer de fusil d'épaule. Mais je crains d'être naïf parce que je regarde l'histoire politique, sa trajectoire politique et je me dis, est-ce qu'il n'est pas un peu tard? Il n'y a rien à attendre de cet homme, et là on ne parle pas de celui que vous parliez, on parle plutôt d'Emmanuel Macron. Il n'y a rien à attendre de cet homme en dégringolade et son pays en chute libre, c'est de Yacouba Traoré. Une histoire a dormi debout, la France en déclin ne peut rien apporter au Cameroun. Le Cameroun est 1000 fois plus riche que la France et de signer encore à bas le franc CFA, cette monnaie nazie. Oui, on est 1000 fois plus riche, c'est une vérité absolue. C'est même la palissade de le dire. Donc, qu'est-ce qu'on devrait donc faire aujourd'hui? Ils se rencontreront, les questions économiques seront mises sur la table. Avec quelle posture le Cameroun devrait-il y aller? Une posture de dominant, justement, eu égard à ses différentes richesses et eu égard également au fait que c'est la France qui vient et donc est en position de demandeuse. Bon, je ne sais pas si la France qui vient chez elle est en position de demandeuse. Vous voyez, moi, je n'ai pas les clés de ma maison parce que chaque fois que je sonne, quelqu'un doit obligatoirement m'ouvrir. Je ne sais pas si bon, après, on peut voir 6 ou 9 en fonction de la position que l'on choisit d'adopter. Moi, je ne sais pas, mais toujours est-il que je crois que la France est ici chez elle. Il vient pour consolider et confirmer un certain nombre d'acquis. Il vient aussi parce qu'il ne faut pas se tromper. Les questions liées à la transition politique au Cameroun sont d'actualité. Le président Paul Biya, même s'il était très volontaire, ne se représenterait plus à la prochaine élection. Et donc, il faut commencer à travailler à la succession politique. Est-ce qu'on doit se désespérer, justement? Est-ce que cette rencontre et cette arrivée ne marque pas quelque peu la rupture aussi? Est-ce que aujourd'hui, on ne peut pas lire... Vient souvent ici. Oui, justement. Est-ce que cette rencontre, particulièrement, celle de Macron, après tout ce temps, ne marque son arrivée ne peut pas traduire ça. Espérons que le contenu des échanges le traduise davantage. C'était ça l'esprit de la question. Donc d'ici ce matin, nous ne pouvons pas encore le savoir. Mais on peut l'espérer. Voilà. On peut l'espérer. C'est le minimum que l'on puisse faire d'ailleurs. C'est d'espérer que effectivement se mette en place quelque chose qui... On a des éléments qui nous permettent de parler pas seulement du domaine de la foi, de sortir de l'espérance. Pas encore. Et la fébrilité du pouvoir a demandé qu'on retire la rencontre des opposants traduit très bien qu'on est encore dans une situation... Alors si l'Élysée l'avait imposé et que le pouvoir a réussi à enlever cette clause, je ne sais pas si l'Élysée l'avait imposé. C'était dans le canevas de l'Élysée de rencontrer les membres de l'opposition. Et si ça a filtré que finalement il ne le fera pas, c'est dire qu'il y a quand même une voix qui tonne ici et qu'elle a entendu. Oui, si tu veux que je continue de garantir tes parts, ne reçois pas mes adversaires. C'est donc ça. Je ne sais pas si c'est mieux pour nous. Quel que soit l'angle par lequel vous abordez cette question, c'est pas bien. Que ce soit du point de vue des opposants, que ce soit du point de vue de la France, du point de vue du pouvoir politique au Cameroun, c'est un triangle de Bermude duquel rien ne sortira de bon. Rien de bon ne va sortir de là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut espérer de ces gens? Rien. Je crois qu'on n'a rien à attendre de la France. On n'a rien à attendre de la visite. Parce que ça va se passer à l'intérieur. La visite va simplement être un moment, un point d'arrêt historique pour régler un certain, ou bien lancer le débat sur un certain nombre d'aspects. On les a cités tout à l'heure. Le franc CFA. Il faut lancer publiquement le débat sur la question de on quitte le franc CFA. On fait l'audit bipartite. C'est-à-dire que
Commission Cameroun, commission un audit constitué de Camerounais et de Français, qui disent voici ce que depuis 64 ans ou c'est 54 ans, on vous a donné. Voilà ce que vous avez retenu. Voici ce qu'on a pu récupérer. Voilà ce que vous en avez fait. Qu'on fasse un audit clair. Que définitivement, on dise que oui, on a déversé le napalm sur nos parents. Qu'on a tué massivement, massacré, sans état d'âme, nos parents. Dans les villes et les campagnes du Cameroun, qui ne demandaient qu'une seule chose, la possibilité de vivre en homme libre sur la terre que Dieu nous a donnée. D'accord. Qu'on reconnaisse cela, ce contentieux historique. Qu'on demande le retour, le rapatriement massif. J'insiste sur le terme massif. Pas le rapatriement au compte-gouttes de nos objets d'art, de nos objets de culte. Ce qui aura particulièrement participé à effriter le socle spirituel de nos pays et faciliter la fragilisation de nos économies et de nos peuples. C'est important que l'on fasse tout cela. Le contentieux doit être réglé. Donc, cette visite peut être simplement le moment où on lance ces thématiques-là pour que définitivement se mette en place le processus de correction historique, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue socio-politique et culturel. Mais le président français, il ne nous donnera rien si on ne lui demande rien. Et le Cameroun est-il en position de demander des choses et même de les exiger? En tout cas, la France s'invite dans ce pays. Dans quelques heures seulement, le président Macron sera accueilli à Etoudi par son homologue camerounais. Les enjeux économiques de cette rencontre étaient à l'ordre du jour pour cette autre sortie de votre débat panafricain qui a pris la forme aujourd'hui d'un entretien de l'Écho. Merci à Maître Nyeundieu Franklin qui a assuré, comme à vous n'avez pas manqué d'à propos et c'est un plaisir. On parle d'une et de 1000 casquettes d'une et de 1000 casquettes en même temps. Merci d'avoir prêté votre voix et votre savoir à l'analyse justement de cette question ce matin. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Article 7 de la charte de l'impérialisme. Donc, nous attendons, je le dis avec le sourire en coin, que l'on commence à menacer la légitimité du pouvoir camerounais. Cela voudrait dire qu'ils ont commencé à nous défendre. Ce matin, je suis habillé de rouge, je suis vêtu de rouge. C'est le sang de nos parents, c'est le sang de nos ancêtres qui s'est versé sur le chemin de la recherche de la liberté, la vraie pour notre continent. Mais sous ce sang rouge versé, sous cette méchanceté, cette haine, cet impérialisme sauvage et cannibale de l'Occident sur nos peuples, se cache le blanc de l'espoir, le blanc de cette nouvelle génération, le blanc de ces enfants de l'Afrique qui cette fois-ci pensent avec leur tête pour penser les plaies historiques de l'Afrique et nous mettre sur le chemin de la liberté, sur le chemin du développement et de la prospérité. Nous avons chez nous tout ce qu'il faut pour devenir des grands. Ils n'ont rien chez eux, c'est pour cela qu'ils viennent chez nous. Nous sommes un peuple accueillant, un peuple hospitalier qui ne refusera aucun des enfants de l'humanité, à condition qu'ils nous le demandent gentiment. Et ce n'est pas si cher payé quand on vient prendre les richesses de quelqu'un. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. On scrutera de plein-pied et l'œil ouvert cette rencontre entre les deux présidents. Notre envoyé spécial à Yaoundé est déjà sur les lieux et on parle bien de Judith Ndongo et toute l'équipe de ce côté-là. Ils nous rapporteront en temps et en heure tout ce qui se passera et tout ce qu'il filtrera. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous restez des nôtres. L'actualité est en continu sur DBS Télévision. Demain matin, dès 7 h, nous ouvrirons l'antenne avec une autre thématique, certainement. Et pour le Cameroun, puisqu'on parle de symbolique de l'habillement, espérons que son horizon se dote de la couleur de mon nœud papillon. Allez, merci à l'équipe de production qui nous a accompagnés ce matin. La semaine est lancée. Demain est un autre jour et DBS Matin est un rendez-vous. Alors à demain.